Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode solo, même si ce n'est pas le plus rigolo des sujets que je veux aborder. Ça fait des années que je souhaite partager cette expérience liée à des soucis de santé que j'ai eus il y a quelques années. Et je sens que c'est important pour moi de le faire enfin. Alors cet épisode s'adresse en premier lieu aux personnes qui ont des symptômes qu'elles ne comprennent pas. Des choses vraiment bizarres dont personne ne trouve la cause, si ce n'est le stress. Cet épisode est également destiné aux intolérants à l'histamine qui ne savent plus quoi faire pour aller mieux. Mais cet épisode s'adresse à tous. Car déjà, nous sommes tous au cours de notre vie en contact avec des proches ou moins proches qui peuvent justement avoir des symptômes angoissants sans en comprendre l'origine et qui auront peut-être la chance grâce à vous de reprendre espoir et d'être aiguillés vers une aide adaptée. Et car finalement, ce que je souhaite partager est je pense précieux pour de nombreuses situations de la vie. Car mon but déjà, c'est vraiment de vous dire que j'ai guéri d'une maladie alors qu'on m'avait dit que c'était incurable et de vous partager l'espoir qu'éventuellement vous pourrez guérir aussi. Et partager l'émotion d'espoir est l'un des grands objectifs de ce podcast. L'espoir pour notre avenir, ce fameux nouveau monde, mais aussi donner espoir pour vivre les épreuves qui parfois surviennent au présent. Un accident, la perte d'un être cher, d'une maison partie dans un incendie, une maladie auto-immune qui fait perdre tous ses cheveux. Bref, ces partages d'expériences de résilience sont pour moi des odes à l'espoir, des odes à la vie, pour vous transmettre l'envie d'entretenir cette petite flamme au fond de vous qui parfois vacille. C'est donc un épisode hors série, hors catégorie, mais pas vraiment hors sujet. C'est un épisode long. Si ce qui vous intéresse est uniquement lié par exemple aux symptômes, je vais indiquer dans le descriptif du podcast les chapitres avec une indication horaire. Ce qui m'a donné l'élan d'écrire cet épisode, c'est de retrouver des petits papiers, des vœux que j'avais formulés environ. J'ai envie de vous parler de l'un d'eux en particulier. Je vous le lis. Je peux manger tout ce que je veux. Mon corps accepte et digère tout ce que je souhaite manger. Je digère parfaitement bien. J'arrive à tout avaler. Merci. Alors, ces quelques mots peuvent sembler déconcertants. J'ai eu, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, un syndrome qui s'appelle une intolérance à l'histamine ou histaminose. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce que j'ai fait pour guérir, mais je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui a vraiment fonctionné, car au fond, je ne sais pas. Sûrement tout à la fois. Voilà comment cela a commencé pour moi. En mars 2016, j'ai commencé à avoir des symptômes qui s'apparentaient à des crises d'angoisse. Et donc, autour de moi, on me disait de ne pas m'inquiéter. Il faut bien avouer que j'étais non seulement très stressée, même une anxieuse chronique, mais qu'en plus ces symptômes m'angoissaient terriblement. Au fond de moi, je sentais bien qu'il ne s'agissait pas de véritables crises d'angoisse. Mais je me suis laissée convaincre. Et avec du recul, c'était très bien ainsi. Ça fait partie des apprentissages qui m'incitent maintenant à m'écouter. Toujours plus. Personne n'est dans mon corps, ni dans ma tête. Il est si important de se faire confiance sur ce point. Donc, voilà la liste non exhaustive des symptômes que j'avais sur le moment. Palpitations, tachycardie, arythmie, la vue qui se brouille, des vertiges, la sensation d'être sur le point de tomber dans les pommes, très régulièrement, la gorge serrée au point d'avoir des aliments qui restaient coincés, des difficultés respiratoires, des bouffées de chaleur, de l'eczéma, des reflux, sans parler des problèmes digestifs qui de toute façon étaient présents depuis longtemps, mais qui n'étaient pas si graves comparés au reste. Mais disons des diarrhées, des ballonnements, etc. Et moi qui suis plutôt un petit gabarit, quand les symptômes ont commencé très fortement, j'ai perdu 5 kilos en une semaine,
ma peau a viré au jaunâtre, et mes cheveux, que je perdais beaucoup, étaient dans un sale état. Non seulement j'étais malade, mais ça se voyait. Et en plus, j'étais très déprimée. Mais il s'avère que la fatigue, la dépression font partie aussi des symptômes de cette maladie. Les symptômes apparaissaient brusquement, mais très souvent. Mais j'arrivais pas à faire de lien. J'avais le sentiment quand même que c'était souvent lié à la nourriture. Mais j'étais aussi devenue allergique aux chiens et aux chats, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Je me souviens même être sortie une fois me poser au soleil pour lire et j'ai eu des réactions allergiques, je pense au pollen, moi qui n'avais jamais eu d'allergie saisonnière. En fait, j'avais l'impression d'être devenue allergique à l'air ambiant, presque allergique à la vie. Les symptômes de l'intolérance à l'histamine sont en fait des symptômes de réaction allergique, donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais à cette période, j'ai eu peur de mourir. Je me couchais le soir et j'avais peur de ne pas me réveiller le lendemain. Ma gorge semblait se serrer, gonfler, j'avais l'impression d'être sur le point de suffoquer, je sentais tout le temps les vertiges et les malaises qui arrivaient, et mon cerveau angoissé en rajoutait une couche en s'imaginant faire un vrai malaise et mal tomber par exemple et mourir comme ça, seule. Mon copain à l'époque habitait très loin et ma famille aussi. Et mes proches pensaient que je stressais seulement, qu'il fallait juste que je me calme, que je me détende avec mes angoisses hypocondriaques. Je les comprends maintenant évidemment parce que c'était vraiment bizarre tout ça. Maintenant que je sais ce que c'est que l'histaminose, je sais qu'en fait cette maladie peut être vraiment dangereuse quand elle est à sa phase extrême, comme c'était le cas chez moi. Car comme toute allergie, c'est possible de faire un œdème de Quincke, je sais pas comment on prononce, c'est possible de faire une réaction allergique disproportionnée, comme les gens qui font des réactions fortes aux arachides par exemple. Pour revenir à cette période, la grande chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu à attendre trop longtemps pour savoir ce que j'avais. J'habitais à l'époque en Autriche, et l'Autriche, tout comme l'Allemagne, sont souvent plus avancées sur ce type de maladies un peu nouvelles, comme la maladie de Lyme, les allergies, les intolérances, etc. Donc au bout de quelques semaines d'angoisse, une amie à moi, qui avait eu de nombreux soucis de santé elle aussi, et d'intolérance justement, me dit « Regarde si tu n'as pas une intolérance à l'histamine ». Et elle m'a donné le nom d'un médecin spécialisé. Donc merci encore à elle. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous rapidement chez ce fameux spécialiste. Il m'a d'abord dit qu'il y avait très peu de chances que ce soit l'intolérance à l'histamine, qui était très rare, et qu'en plus c'était difficile à détecter. Donc il allait me faire passer d'autres tests d'intolérance d'abord. C'est ainsi que j'ai appris que j'étais intolérante au lactose +++. Et finalement, le test d'histamine, qui est soit difficile à déchiffrer, soit totalement parlant, s'est avéré positif sans l'ombre d'un doute me concernant. Et qu'en plus j'avais Hashimoto, qui est une maladie auto-immune. Le médecin m'a lâché ensuite dans la nature, sans plus d'explications, en me disant juste d'acheter un livre de cuisine pour mon intolérance, alors que j'étais émotionnellement au plus bas. J'ai eu à cette période d'ailleurs une rage contre les médecins et la médecine allopathique. J'ai essayé plusieurs médecins qui ne m'ont pas aidée, et surtout qui n'ont pas vu la détresse dans laquelle je me trouvais réellement. Aucun d'eux n'a pensé à me prescrire un kit de secours, par exemple, en cas de grosse crise. Tous prenaient ça à la légère. Aucun ne pouvait m'indiquer comment me rétablir un jour. C'était ainsi, et je devais vivre avec. En fait, ils savaient pas du tout quoi faire. C'est tout. J'ai décidé à ce moment-là de ne plus jamais prendre de médicaments, parce que j'avais peur de faire une réaction forte aux médicaments. Et j'ai décidé de ne plus aller chez le médecin. À quoi bon s'il n'avait aucune solution, si ce n'est des antihistaminiques et un régime strict à vie? Je me suis donc tournée vers les médecines alternatives. J'ai été suivie un peu par une naturopathe, je crois. Je connais pas l'équivalent français de son métier parce que c'était en Autriche. Elle m'a prescrit des vitamines et des probiotiques pour m'aider à refaire ma paroi intestinale après avoir fait une analyse de mes selles. Un an plus tard, j'ai également testé la méthode NAET, N-A-E-T, qui est une méthode d'élimination des allergies que quelqu'un m'avait conseillée. Voilà, j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné pour moi, mais peut-être que si, ça a eu aussi un effet. Je connaissais pas à l'époque les pratiques énergétiques, mais une amie m'avait conseillé une femme qu'elle appelait sorcière. Cette femme ne faisait pas de soins, mais elle pouvait ressentir où se trouvaient les dysfonctionnements dans le corps. Elle m'a dit que tous mes organes étaient dans un piteux état, que tout était affaibli.
Et elle m'a conseillé un médecin qui utilisait également certaines pratiques de médecine traditionnelle chinoise et qui m'a fait quelques séances avec des ventouses. Voilà, j'ai pas remarqué de changement perceptible, mais qui sait, peut-être que ça aussi ça a aidé. Par contre, elle m'a apporté d'autres probiotiques qu'elle faisait elle-même et qui, je crois, ont quand même aidé à rééquilibrer un peu ma flore. J'avais rencontré une personne ayant l'intolérance depuis son enfance. Chez elle, ça se manifestait par des maux de ventre. Et pour aider son corps, elle faisait de la biorésonance. Alors, j'ai pas testé pour ma part, donc je ne peux pas en parler. Mais ça coûtait très cher et les effets duraient seulement quelques temps. Et moi, je voulais vraiment une guérison permanente. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce choix. Mais je crois que ça marche bien. Bref, alors je reviens sur le moment où ce spécialiste m'a détecté le syndrome. Alors à ce moment-là, j'ai fait quoi ? J'ai acheté un livre de recettes, comme il m'avait dit. Et donc pour quelqu'un qui a une intolérance à l'histamine, la question du « qu'est-ce que tu ne peux pas manger » ne se pose pas. C'est la question de « qu'est-ce que tu peux manger » qui se pose. Au début de mon côté, ce qui me faisait pas réagir, donc ce que je pouvais manger, c'était les carottes, les pommes de terre, les patates douces, la famille des courges, les poivrons, le riz, les pommes, l'huile d'olive, le sel, la volaille, la salade verte, la camomille et le lait de coco. Et peu à peu, j'ai pu augmenter tout doucement avec par exemple des groseilles, de la mangue, des abricots, des dattes. Mais je vous parlerai plus de l'alimentation après. Mais en tout cas, quand je vous dis que c'est tout, c'est tout. Je pouvais pas manger de vinaigre, d'épices, de sucre, de chocolat, de pain, d'alcool, c'était tout. Et je ne pouvais pas utiliser ce livre de recettes qui était pour les personnes plutôt sensibles à l'histamine, plutôt que vraiment intolérantes comme je l'étais. Sur internet, j'ai trouvé des témoignages tous plus horribles les uns que les autres. De nombreuses personnes voyaient leur cas empirer, ne pouvaient plus travailler, pouvaient manger de moins en moins de choses et faisaient énormément de chocs anaphylactiques, donc des chocs allergiques très graves. J'ai réussi à trouver 2-3 témoignages de personnes qui avaient réussi à augmenter leur palette de nourriture, mais en faisant extrêmement gaffe, en prenant des antihistaminiques, des médicaments et des enzymes de remplacement, etc. Mais heureusement, depuis on trouve bien plus de choses sur le sujet et on sait maintenant qu'on peut en guérir, contrairement à ce qu'on m'avait dit à l'époque. Et donc c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Alors c'est quoi cette intolérance ? Donc je ne suis pas médecin et je suis loin d'y comprendre grand-chose. Et je crois que l'essentiel d'ailleurs n'est pas dans la compréhension de ce qui se joue. Mais en 2-3 mots, voilà comment moi je l'ai compris et comment je l'expliquerai, en sachant que c'est une explication incomplète et simpliste. Donc l'histamine est naturellement sécrétée dans le corps, tout le temps, par les cellules du système immunitaire, mais en bien plus grande quantité lorsqu'un allergène est détecté dans l'organisme. Le nom intolérance à l'histamine, en fait, est complètement faux, car le corps n'est pas intolérant à l'histamine. Il en a besoin pour fonctionner correctement dans plein de processus, comme la digestion, la respiration, la cicatrisation et plein d'autres. C'est aussi un neurotransmetteur. Bref, on en a besoin pour survivre. Souvent, le problème vient du côté des enzymes, en particulier la DAO, censée dégrader l'histamine présente dans le corps. Ces enzymes sont fabriquées en trop faible quantité par l'organisme. C'est de là que vient l'intolérance. Parce qu'on peut s'imaginer schématiquement un seau qui se remplit petit à petit d'histamine. Normalement, la DAO et d'autres enzymes sont là pour vider en parallèle petit à petit le seau. Mais si le seau n'est pas vidé, quand il commence à déborder, c'est là qu'il y a symptômes. Et ces symptômes peuvent être extrêmement différents d'une personne à une autre, ce qui complique encore les choses pour détecter la maladie. Et les personnes intolérantes peuvent aussi réagir à des aliments différents. Parce que moi, par exemple, j'ai pu manger très vite des mangues, alors que d'autres personnes intolérantes ne pouvaient pas du tout en consommer. Ou bien certains faisaient des réactions très fortes au sel, en raison de l'iode qu'il contient, ce qui n'a jamais été mon cas. Donc c'est très complexe, et ça montre aussi la singularité humaine, la singularité des corps. Parce qu'il existe des listes, avec des couleurs ou des chiffres indiquant la teneur potentielle en histamine d'un aliment. Je vous mets d'ailleurs la meilleure liste, à mon avis, dans le descriptif de l'épisode. Donc les aliments rouges, il vaut mieux les éviter, les verts c'est ok, les jaunes faut s'en méfier. Mais chaque personne étant différente, un vert pour l'un peut être rouge pour l'autre. C'est donc à chacun de faire sa propre liste en testant et en risquant les symptômes. En plus, les processus de maturation et de fermentation influencent le taux d'histamine, en raison du processus bactérien qui lui-même a tendance, selon les bactéries, à produire de l'histamine. Donc plus les aliments ou les plats sont frais,
plus elles sont tolérées par le corps. Les aliments les pires sont les vieux fromages, les saucissons secs, les produits fermentés, les fruits très mûrs, le vin rouge. Quand on a cette intolérance, mieux vaut donc cuisiner les repas au fur et à mesure, car dans un plat à manger le lendemain, la teneur en histamine est déjà beaucoup plus haute. Ensuite, il y a des aliments pauvres en histamine, mais qui déclenchent une libération d'histamine dans le corps, par exemple la fraise. Enfin, un stress élevé et aussi un effort physique intense déclenchent également une production d'histamine dans le corps, donc c'est à prendre en compte. Et quand on a des soucis au niveau de l'intestin, il est possible qu'un déséquilibre de la flore ait comme effet une production d'histamine élevée en raison d'une présence de bactéries produisant beaucoup d'histamine à cet endroit. Donc voilà tout ce qu'il faut prendre en compte. Et c'est à chacun de trouver un équilibre ainsi. Si tu te sens stressé ou que tu as fait du sport, tu manges de façon plus stricte. Si tu es en vacances détendu, tu peux te permettre des écarts, par exemple. Et pour les symptômes, ils diffèrent. Donc chez certains, c'est de l'urticaire, des démangeaisons, de l'asthme, des douleurs musculaires, des maux de ventre insupportables, des maux de tête, des rougeurs, etc. Donc si vous souhaitez plus d'infos sur tout ça, je vous mets quelques liens dans le descriptif de l'épisode. Pour moi, le double problème du nom de cette maladie, c'est que non seulement ça ne correspond pas à la réalité, mais en plus on entend le mot intolérance. Et actuellement, beaucoup de gens pensent qu'alors ce n'est rien, qu'une intolérance c'est rien du tout. Mais déjà, pour quelqu'un qui souffre d'une intolérance sévère, ce n'est pas rien du tout. C'est facile d'en rire, de parler d'un effet de mode, mais on n'est jamais dans le corps de l'autre, ne l'oublions pas. Et ensuite, en ce qui concerne l'intolérance à l'histamine, il s'agit en fait de réactions purement allergiques. C'est pas du tout une intolérance en fait. Donc on ne connaît pas les causes de cette maladie, ou on ne connaît pas vraiment les causes, mais il semblerait que ce soit lié à un intestin enflammé. Ce qui était mon cas depuis des années. Et ceci est dû, je vous le donne en mille, au stress. Donc quand les symptômes se sont déclarés, pour moi en fait je venais de rentrer d'un voyage en Asie qui avait été merveilleux. Et revenir dans mon quotidien, ça a été un choc terrible. J'étais encore étudiante à cette époque et je voulais devenir enseignante. Mais je détestais les études que je suivais pour y arriver. J'en pouvais plus d'apprendre des choses qui ne faisaient aucun sens pour moi. Ça faisait des années que j'étais dans un stress et dans une lutte comme ça. Et oui, je pense qu'au fond, finalement, c'était bien le stress le problème. Car souvent le corps sait. Le corps est très clair et te montre ce que tu veux et ne veux plus. Moi, il me l'indiquait depuis tellement longtemps et je n'écoutais pas. Parfois, quand on n'écoute pas les signaux d'alerte de son corps pendant longtemps, ça peut se terminer par un burn-out, parfois par une autre maladie. Moi, donc, ça faisait des années que j'avais les intestins enflammés, par exemple. Mais je poursuivais. Et avec l'intolérance à l'histamine, j'ai plus eu d'autre choix que d'écouter. Donc, au fond, c'était un cadeau. Et voilà, un cadeau qui à la base semblait empoisonné, mais voilà, qui se révèle au fur et à mesure une bénédiction. Parce que ça permet de faire par exemple d'autres choix. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode avec JB, ou encore dans mon coming out spirituel. Donc je reviens à la chronologie de mon histoire de guérison. Finalement, au fur et à mesure des recherches sur internet, je suis tombée sur un blog en anglais qui a été un immense soulagement. L'auteur du blog, donc pardon pour mon anglais, The Low Histamine Chef, elle est maintenant décédée. Elle s'appelait Yasmina. Mais j'ai vu que le blog existe encore. Et pareil, vous le trouverez dans le descriptif. Donc à ce moment-là, pour la première fois, je venais de trouver une personne qui montrait des signes vraiment d'amélioration avec cette maladie. Et elle proposait des listes, non pas d'aliments hauts en histamine, mais d'aliments naturellement anti-histaminiques. Je sais pas si vous voyez le changement de perspective. C'est enfin choisir de porter son attention sur la solution plutôt que sur le problème. Donc je fais une petite parenthèse sur les antihistaminiques d'ailleurs. Il faut savoir que moi je me refusais à prendre régulièrement des antihistaminiques de synthèse, car le problème c'est que le corps a besoin d'histamine pour fonctionner. Donc si le corps produit de l'histamine, mais que c'est dégradé directement, il en produit tout simplement plus. C'est donc un cercle vicieux. Ce cercle vicieux n'a pas lieu par contre si on consomme des produits naturellement antihistaminiques, car l'histamine produite par le corps arrive quand même au bon endroit. Il n'y a pas donc de surproduction. Donc c'est en tout cas mon interprétation, ma vision des choses. Et si vous êtes intolérant, voilà, à vous de voir ce qui est juste et faisable pour vous et votre mode de vie au niveau, par exemple, des antihistaminiques de synthèse. Donc Yasmina avait également fait un lien avec l'inflammation et l'histaminose, et elle proposait une alimentation anti-inflammatoire compatible avec l'intolérance.
C'est d'ailleurs de Yasmina que je tiens la théorie du seau. Donc si tu consommes dans ton assiette un aliment en teneur légèrement élevé en histamine, mais aussi un antihistaminique naturel et un anti-inflammatoire naturel, normalement, disons que ça se rééquilibre, ça s'annule, ça se régule. Et voilà, il semble que ça ait bien marché pour moi. Enfin, il y a eu la découverte sur internet d'un homme qui décrivait les principes de la naturopathie. C'est quelqu'un de très controversé. Vous avez peut-être entendu son nom en tant que gourou de secte ou je sais pas quoi. Il s'agit de Thierry Casasnovas. En 2016, quand je l'ai découvert, il était bien moins connu, mais il y avait déjà des rumeurs sur lui. Je pense qu'il est toujours important de rester sceptique, quelle que soit la personne, que l'on vous parle d'elle en tant que possible gourou de secte ou en tant que grand spécialiste du meilleur hôpital au monde. Et je pense que l'on peut apprendre aussi de tout le monde, qu'il faut juste rester attentif à ce qui résonne en soi. On peut par exemple ne pas aimer le personnage, mais apprécier le message. Alors pour ma part, j'en profite pour remercier de tout cœur Thierry. Donc j'ai eu une chance incroyable de tomber sur ses vidéos, parce qu'au-delà des connaissances du corps, qui sont donc celles de la naturopathie, Thierry m'a redonné espoir. Espoir que je pourrais peut-être guérir et reprendre une vie normale. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. J'ai énormément de gratitude pour cet homme qui a mis autant de contenu gratuitement, avec souvent des études à l'appui. C'est quelqu'un qui est passé très proche de la mort et qui s'est pris de passion pour la santé après avoir survécu. Il était mu, comme moi, par l'élan de comprendre et retrouver la pleine santé. Donc grâce à lui, j'ai appris, testé, expérimenté, et peu à peu, j'ai recouvré la santé. C'est lui qui m'a fait comprendre que le corps était fabuleux, d'une intelligence incroyable, et que c'était le corps lui-même qui se guérissait quand on lui offrait les meilleures conditions, ou plutôt les conditions adaptées. Il parlait de temps en temps de ses croyances religieuses, car le jour où il a failli mourir, il a acquis la foi. Moi, je sautais toujours ces passages et je trouvais à l'époque que ça le desservait vraiment. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il avait vécu, car j'ai vécu quelque chose de similaire. Et je trouve ça super courageux qu'il ait osé en parler à l'époque. Moi, je vois combien mon coming out spirituel a été difficile à faire. C'est grâce à lui que j'ai découvert le jeûne, les bains froids, le processus d'hormèse du corps, bien avant que tout le monde en parle. Étant extrêmement maigre, je n'ai jamais fait de jeûne long, mais pendant les 2 premières années de mon intolérance, je faisais des jeûnes intermittents quasiment chaque jour. Ce qui, je pense, a beaucoup aidé mon corps à se rétablir. Et combien de personnes atteintes d'une maladie lourde, censée être à vie, ont retrouvé l'espoir et la santé grâce à ces vidéos? Alors oui, finalement je prends parti, je pensais juste en parler pendant 1 minute. Mais voilà, ça se fait comme ça. Et j'ai vraiment envie de rendre hommage en fait à tous ces partages qui m'ont vraiment aidée. Et c'est si facile de venir critiquer un personnage, une façon de parler, de dire qu'il se fait de l'argent. Comment on peut dire ça de quelqu'un qui a tant offert gratuitement pour le plaisir de partager? Je sais pas si vous imaginez le temps que ça me prend par exemple moi de faire des épisodes de podcast. Et moi qui prône dans mes podcasts l'autonomie, de ne pas donner son pouvoir à l'autre, grâce à Thierry Casasnovas, j'ai repris mon pouvoir. Car j'ai pu comprendre tant de fonctionnement du corps, de mon esprit, et j'ai pu choisir ce qui me semblait juste, en respectant mon propre rythme, en m'octroyant le repos nécessaire, en challengeant mon corps de façon douce et équilibrée. Bref, tout ça, ça m'a permis de guérir mon intestin petit à petit, de réguler la production d'hormones, d'enzymes, de rééquilibrer les différentes flores, etc. Bref, outre le jeûne intermittent, le sauna, le repos et la consommation d'aliments antihistaminiques et anti-inflammatoires, voilà ce que j'ai fait. Comme le stress était un facteur important qui dégageait de l'histamine, je me suis mise à l'époque à la méditation, à la cohérence cardiaque et au yoga doux. Tous les soirs, je faisais du yoga pour apaiser mon système nerveux. Je passais beaucoup de temps les jambes en l'air, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai pu voir qu'en cas de grosse crise d'étourdissement, me coucher sur le dos, mettre un coussin sous les hanches et mettre les jambes en l'air aidait. Donc je vous le conseille. Au niveau de l'alimentation, j'ai suivi un régime strict pendant des années, tout en réintroduisant petit à petit les aliments. Toujours une petite dose au début, en regardant s'il y avait réaction, puis en augmentant. Attention, les symptômes liés à l'ingestion d'aliments forts en histamine ne sont pas forcément directs. Il peut y avoir une latence de 72 heures. Je mangeais également beaucoup cru ou cuit à la vapeur pour préserver les nutriments, mais pas que, bien sûr. Je ne mangeais pas de produits laitiers en raison de mon intolérance au lactose et je ne mangeais pas de gluten car le gluten est irritant pour les intestins déjà sensibles
et je sentais qu'il fallait que je fasse le plus attention possible à mon intestin. J'ai aussi arrêté la pilule, car on me disait que ça pouvait améliorer les choses. Finalement, ça n'a rien changé aux symptômes, mais je suis sûre que ne plus prendre d'hormones de synthèse a aidé mon corps. Je n'ai pas eu de règles pendant les 1 an qui ont suivi l'arrêt de la pilule, tellement mon corps était mince et faible, encore à l'époque. Je me suis acheté une brosse pour le corps, et je faisais régulièrement des brossages à sec afin d'aider le processus lymphatique. Et surtout, j'ai arrêté mes études. J'avais toujours été intéressée par l'écologie et j'avais voulu devenir jardinière à la fin du lycée. C'était le moment de tester ce rêve. J'ai décidé en 2017 d'aller faire du volontariat dans un jardin autrichien, l'Arche de Noé, Arche Noah, qui est une organisation pour la préservation des variétés rares et anciennes. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui m'a le plus aidée. J'étais chaque jour les mains dans la terre, je ne mettais pas de gants ou très peu pour avoir le contact avec cette terre extrêmement riche. Je mangeais les légumes du jardin, donc des légumes anciens, donc très riches en nutriments, qui avaient poussé dans cette terre riche. Je faisais en plus quelque chose que j'aimais, et qui enfin avait du sens. Et j'étais beaucoup dehors, au soleil, par tous les temps même, à faire quelque chose d'actif, donc le mental était plus au repos. Ça a pris des années, mais aujourd'hui je remange de tout. Malheureusement, ce fut très long car, entre autres, j'ai développé des phobies alimentaires ainsi que des troubles du comportement alimentaire. Et oui, j'avais été tellement privée de tout ce qui me faisait envie, moi qui adorais manger, que ça s'était répercuté comme ça. Et j'avais peur de tester des aliments forts en histamine parce que j'avais super peur des symptômes. Donc, phobie alimentaire. Et là, on ne sait plus très bien si les symptômes sont dus à la peur ou à l'intolérance. Des tests ont montré que des gens qui croyaient avoir été en contact avec un allergène auquel ils étaient allergiques faisaient une véritable réaction allergique alors qu'en fait, c'était faux. Ce n'était pas un allergène. Voilà, donc petit à petit, mon teint blafard a commencé à changer, j'ai repris des couleurs, j'ai commencé à avoir moins froid, j'ai repris du poids, mes cheveux ont recommencé à reprendre des forces, j'ai retrouvé mes règles. Maintenant, je suis même reconnaissante de cette maladie. Donc après coup, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Mais comme le disait Marie dans l'épisode 10, moi aussi ça m'a amené finalement à ouvrir les yeux sur bien des choses, à faire des recherches, à réfléchir par moi-même, à voir qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de penser, entre autres. Je me suis plongée corps et âme dans la quête de la compréhension du corps humain. À un moment, j'y ai passé tout mon temps libre, et en fait, finalement, la chose la plus importante, je crois, que j'ai appris grâce à tout ça, c'est que comme le dit si bien Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. On peut en médecine trouver des études montrant A, puis son contraire. Aucun médecin, chercheur n'est d'accord. Et c'est normal, parce que la vie est le plus grand des mystères qui soit. On en découvre tous les jours. Donc j'ai réalisé pour ma part que je ne pourrais jamais vraiment savoir avec ma tête. Que la seule chose que je pouvais faire, c'était faire ce qui me semblait juste, aller vers ce qui m'appelait, que ce soit pour un choix d'études, de profession, de lieu de vie, de médecine, même si ce n'était pas la voie que tout le monde prend. Quand on s'intéresse aux médecines alternatives, à l'Ayurveda, à la médecine traditionnelle chinoise, à la médecine allopathique occidentale, on réalise qu'il existe tant de façons de voir le corps, la maladie, la santé. Et je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. Toutes les médecines sont complémentaires. Et quand on se penche sur l'énergétique, on réalise qu'avant la maladie, il se passe bien des choses. On comprend qu'il peut y avoir des liens avec les émotions, qu'il y a des liens entre la pensée et l'émotion, qu'il y a des liens avec nos ancêtres, et même d'autres vies. Bref, nous, petits humains, comment pouvons-nous croire comprendre la vie qui est d'une complexité absolue? Et d'ailleurs, et s'il n'y avait rien à comprendre, mais juste à vivre porté par ses élans, juste à être et à savourer le cadeau de la vie. En tout cas, moi je remercie cette expérience, car après ça, tout avait une autre saveur. Respirer devenait une bénédiction. Je me réveillais le matin en gratitude profonde d'être en vie. Quand tout va bien, malheureusement, on oublie. C'est bien moins facilement accessible, par exemple pour moi, de goûter autant à la vie maintenant. De juste m'émerveiller du miracle de fonctionner correctement. Et c'est malheureusement quand on perd quelque chose, souvent qu'on réalise combien on y tenait. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne. C'est pourquoi il est super important, je pense, de l'entraîner à voir les choses autrement, à voir ce que l'on a plutôt que ce que l'on n'a pas. Autre parenthèse, j'avais très peur à l'époque pour ma vie sociale. Je me demandais comment j'allais pouvoir garder mes proches alors que je ne pouvais plus manger normalement, plus rien faire. Eh bien, je me suis trompée.
Alors comment remercier encore toutes les personnes qui ont fait tant d'efforts pour m'inclure dans leurs repas? J'étais gênée, mais tout le monde voulait s'adapter. Même des gens qui me connaissaient à peine. Parfois ils faisaient un plat spécialement adapté à moi pour les 15 autres personnes, et tout le monde était content, personne ne se plaignait. Et j'aurais jamais cru en fait à autant de générosité. Quand j'ai osé commencer à retourner au restaurant, je demandais par exemple qu'on me fasse une assiette de pommes de terre, de salade verte, juste avec de l'huile d'olive, des courgettes, sans épices, sauf du sel. Les restaurateurs ont toujours accepté. Donc merci du fond du cœur pour leur compréhension. J'ai donc appris plein de choses. La gratitude donc, mais aussi le dépouillement. Parce que j'ai compris que c'était pas si important finalement l'alimentation. Bien sûr, c'est un plaisir de bien manger, de partager des repas. Mais si c'est plus là, c'est ok. La joie de vivre reste là. La vie n'en est pas moins belle, elle est juste différente. On s'adapte en fait. Et j'ai surtout fait des deuils sur mes croyances. J'ai réalisé que j'étais un agrégat de croyances. Qu'en fait, je ne peux pas vraiment avoir de certitude sur grand chose, sauf sur ce que j'ai moi-même vécu et expérimenté, et encore. Alors oui, j'ai réalisé mon vœu que j'avais écrit, de pouvoir m'alimenter à nouveau normalement. D'ailleurs, je n'ai plus Hashimoto. Maintenant, je consomme de tout, des produits laitiers, du gluten, de l'alcool parfois. Je sais pas si ça reviendra un jour. Le cheminement n'est pas encore terminé, ma digestion n'est pas parfaite, voilà. C'est encore un chemin. Donc voilà, merci de tout cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis de santé, que ce soit physique ou psychologique, que l'on puisse voir ensemble vers qui vous tournez. Si vous avez une candidose, un SIBO, S-I-B-O, voilà, souvent c'est lié. Je vous conseille, si vous avez une sensibilité à l'histamine, de vous faire prescrire un kit d'urgence, même si vous ne l'utiliserez jamais, au moins pour vous rassurer et donc de vous détendre, ce qui aide énormément le corps. Sinon, j'ai rarement consommé pour ma part de DAO de synthèse, mais cela peut être bien d'en avoir avec soi pour de temps en temps pouvoir faire des repas normaux. Personnellement, je voulais tellement que mon corps guérisse et ne pas lui donner de béquilles, et j'avais tellement peur des symptômes que j'ai peu utilisé cette option, mais maintenant je me dis que j'étais sûrement un peu trop extrême aussi. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai plus de réaction, je prends de temps en temps des médicaments à nouveau. Mais bien sûr, voilà, si je peux, je privilégie une voie plus naturelle, sans effet secondaire. Si vous avez des symptômes, ça peut être également une intolérance passagère. Et faire une éviction d'aliments élevés en histamine pendant quelques semaines peut suffire, donc voilà, n'ayez pas peur de croire que c'est pour très très longtemps, des années comme moi, c'est pas forcément le cas. Les intolérances, les allergies, etc. augmentent énormément ces dernières années. Je suis désolée de pas avoir eu le courage de témoigner plus tôt, mais voilà, je sais que beaucoup d'intolérants l'ignorent encore ou sont dans le désarroi le plus profond avec ces symptômes délicats. Moi, j'étais pas prête. C'est finalement grâce au podcast et aux réseaux sociaux que j'ose de plus en plus m'exprimer. À l'époque, je me suis sentie très isolée et je trouve merveilleux que les réseaux sociaux se soient développés à ce point, parce que maintenant on trouve par exemple des groupes sur Facebook de personnes qui ont cette intolérance et qui s'entraident, se soutiennent. Et pour finir, je pense que comme dans tout dans la vie, le processus d'acceptation de ce qui est, donc non pas la résignation, mais d'acceptation, est primordial. Et ça va avec l'accueil des émotions liées à la situation. Si par exemple j'ai peur de mourir ou de souffrir par exemple, c'est dire oui à ces peurs et vraiment les expérimenter, les vivre dans son corps, jusqu'à les embrasser en fait. Donc l'important n'est jamais la situation que l'on vit, c'est comment on la vit. Et enfin, je crois que se distancer des symptômes en parlant par exemple de la maladie qui traverse le corps, au lieu de dire ma maladie qui traverse mon corps, je crois que ça peut aussi faire une petite différence. Voilà, c'est un petit truc en plus. Donc voilà, merci pour votre écoute, merci pour tout ça, et puis merci la vie. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour, et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin,
et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.